Madame, Monsieur, bonjour. Échange citoyen, l'émission qui consacre du temps aux démocrates qui respectent les ordres constitutionnels. Aujourd'hui, nous allons avoir un échange avec une personnalité, une grande personnalité, une personne qui est de nature très calme, qui n'a pas l'habitude de blablater, une personne qu'on pourrait assimiler à un sage, une personne qui force l'admiration du fait de son charisme. Il a été ministre de la coopération dans le gouvernement 60-40 dans les années 93. Il a été aussi député du district de Kélé dans la région de la Cuvette Ouest. Il a été aussi directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Pour ceux qui suivent l'actualité, pour ceux qui ont de la suite dans les idées, ils ont certainement déjà compris qu'il s'agit de monsieur Jean-Joseph William Ota. Il nous a reçus chez lui. Nous allons avoir un échange citoyen. Pendant un bon petit moment, nous allons débattre, échanger autour des questions d'actualité qui concernent notre beau pays, la République du Congo. Monsieur Jean-Joseph William Ota, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous depuis le temps où je vous poussais pour que nous puissions réaliser cet entretien. Enfin, je vous ai eu. Alors, j'aimerais bien vérifier si c'est vous. Bonjour. Absolument. Vous avez l'air en forme. Oui. Hein? Oui. Un peu fatigué, l'âge et Ben tout. oui, avec l'âge aussi. Ça commence à Ce jour, il fait froid ici. Ah oui, il fait froid. Hein. Il fait froid en France, il fait froid. Mais c'est bien le froid, ça permet d'entretenir la carcasse. De Hein? temps en temps, il nous faut notre soleil. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller de temps en temps au pays pour prendre, emmagasiner ce soleil? Pour tout un tas de raisons. La première, Oui. aujourd'hui, c'est que je n'ai pas les mêmes moyens que mon frère Sassou. C'est sérieux. Voilà. Moyens financiers. Écoutez, il faut payer un billet pour aller au Congo. Oui. Hein? Mais demandez à votre frère, il est assez gentil. Moi, je suis haut fonctionnaire pratiquement depuis l'âge de 19 ans. Oui. 19 ans. Sous les différents pouvoirs successifs du Congo, je n'ai travaillé que 9 ans. 19 ans, je crois. Non, 9 ans. Comment vous expliquez ça? Parce que je fais partie de ces fonctionnaires, de ces gens congolais, qui sont de trop, comme on dit. Monsieur William Ota est de trop. Ah oui, mais je ne suis pas. Si sympa. Je ne suis pas seul. Hein. Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le fonctionnaire a des droits, Oui. et ces droits-là ne sont pas souvent respectés. Ces droits ne sont pas. Le fonctionnaire, par exemple, a le droit à une nomination. Oui. Hein? Bon, comme il a des devoirs à l'égard de l'État. Oui. Mais si on ne te nomme pas, tu ne travailleras pas. Oui. Et nous avons fait le vœu, nous avons pris l'obligation devant l'État de ne pas servir un autre employeur que l'État. Alors, ce qui fait que si l'État ne te donne pas du travail, tu ne peux donc pas travailler. Donc, vous êtes un monsieur à qui l'État a dépensé beaucoup d'argent pour suivre une formation, certainement en Europe. Plusieurs formations. Et l'État ne vous a jamais utilisé comme il se devait. En tout cas, je me plains de ça. Ça vous fait mal, hein? Ah oui, oui. Je me plains. Non, surtout du fait que je n'ai pas servi mon pays. Exact. Mais est-ce que vous avez eu une idée sur le nœud? Est-ce que vous pensez qu'il y a un nœud quelque part que vous n'avez pas su dénouer? C'est simple. Il fallait depuis, pour les gens de notre génération, hein, depuis 1963, hein, après la révolution des 13, 14 et 15 août, il fallait faire partie du cercle fermé qui naissait sous nos yeux. Et quand vous n'étiez pas coopté dans ce cercle-là, c'était assez difficile hein, qu'on vous le reconnaisse. Moi, je me rappelle bien des collègues avec lesquels on a fait l'école à Makwa, qui sont devenus membres du bureau politique ou du comité central, hein, qui nous appelaient, nous autres, ils nous donnaient des sobriquets hein, pour dire que on ne pensait à autre, des carriéristes. Des carriéristes.
Vous ne pensez qu'à votre carrière. À votre carrière, parce qu'on n'était pas avec eux. Et ça, je ne suis pas, vraiment, je ne suis pas seul. Il ne faut pas que vous pensiez que je suis seul. Ils sont nombreux, les cadres congolais, même fonctionnaires, qui n'ont jamais été utilisés ou suffisamment utilisés. Mais vous bénéficiez quand même de votre retraite, non? Vous n'avez pas de retraite. Oui, mais qui vit de retraite? Quel est le haut fonctionnaire qui vit de retraite au Congo? Vous en connaissez un? Et cette retraite-là, il faut encore qu'elle soit régulièrement versée. Monsieur Jean-Joseph William Ota, vous n'allez pas me dire que vous êtes en train de faire un appel de pied au niveau du régime de Brazzaville pour qu'on puisse vous doter d'un guéri. Non, j'ai des droits. Ne vous en faites pas. Quand mon frère Sassou comprendra qu'il lui faut laisser la place à d'autres, mais j'ai des droits, je vais les revendiquer. Parce que j'ai comment dire ça, le droit d'être utilisé. Je n'ai jamais été utilisé. Vous avez dit, tiens, vous avez dit, j'ai été directeur général de la sécurité sociale. Combien de temps? 6 mois. Vous savez pourquoi on m'a fait partir de là? Non. D'abord, comment vous êtes arrivé directeur général de la conférence? Sans mon avis. Sans mon avis. En fait, c'était pour court-circuiter une de mes démarches que je faisais pour aller dans une société pétrolière à Pointe-Noire. Oui. On m'avait déjà fait le coup lorsque je devais aller à Air Afrique. Oui. On m'a coûté ça. Et quand je voulais aller aussi au BIT, au bureau parce que je suis spécialiste de questions sociales et du travail, j'avais fait une démarche qui avait marché, mais le conseil des ministres a refusé. Conseil des ministres de quel gouvernement? Du Congo. Ah oui, ça c'était sous M. Sassou. Donc, on a refusé tout ça. 79-91. On a estimé que j'avais l'habitude d'outrepasser les règles. J'étais allé me former et non chercher à aller au BIT. À l'école supérieure du parti, non? Est-ce que vous étiez un militant rouge? Non, je n'ai jamais été. C'est ça qui vous a manqué. J'ai été en dehors du décor politique. C'est ça qui vous a fait défaut. Parce que j'avais une autre idéologie. Moi, c'est l'État. L'État. Je l'ai expliqué dans une autre de vos interventions. Ah, ouais, vous, c'est l'État. Voilà, la machine étatique. Or, à ce que je sache, à cette période-là, c'est le parti qui dirigeait l'État. Voilà. Donc, il aurait fallu que vous soyez aussi un membre du parti. Mais il ne vous prenait pas. Ce n'était pas donné. Ah, oui. Non, ce n'était pas donné à tout le monde. Encore. Même si vous faisiez la demande, ce n'était pas évident. Vers la fin, quand le parti perdait son ancrage, ils avaient besoin du monde. Ils avaient besoin de gens, oui. On m'a recruté. Je crois que c'est ça le mot. Oui. On m'a recruté comme j'étais un militant à expérimenter ou en pleine expérimentation. Ils avaient un nom. Expérimentation idéologique. Pour voir si ça s'harmonisait, si ça impactait avec la façon de voir les choses. Voilà, oui. Mais ça ne m'a pas intéressé. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des années 1963, 1964, 1965, si j'ai bien compris. J'ai semblé percevoir un message. Vous avez semblé dire, bon, c'est ce que j'ai compris, hein, vous me dites si c'est faux, que le problème du Congo, finalement, qui est aujourd'hui marqué par une violence qui ne dit pas son nom, trouve sa source dans les années 1963. Absolument. Absolument. Après ce qu'on a appelé la révolution des 13, 14 et 15, voilà. Mais une jeunesse politique, une jeunesse des Congolais a succédé aux doyens comme les Jacques Opango. Voilà, et à Youlou. Ce sont eux qui ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir. Il faut te dire que même les prêtres étaient contre Youlou. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce qu'on lui reprochait? Ben écoutez, le fait certainement qu'il était faisait de la politique. Ah, il ne voulait pas voir un homme en soutane faire de la politique. Voilà. C'était les prêtres qui l'avaient. Maintenant on le sait, ce sont les prêtres qui ont facilité ça. Son départ. Mais ils l'ont regretté. Mais lui, avant de partir, il leur a dit, il a dit, je m'en vais, mais ce sont les communistes qui vont diriger le Congo désormais.
Oui. Alors, donc, depuis... 63. Voilà. Quand je vous dis j'ai travaillé pendant 9 ans, vous savez, le reste de ces années-là, j'étais... Parce que mon métier, je suis inspecteur du travail. Donc, j'ai travaillé plutôt en tant qu'inspecteur du travail qu'autre chose. Hein? Et vous avez même oublié que j'ai travaillé comme directeur général du Centre national de gestion. Et là encore... Combien de temps? Et 6 mois. 6 mois, vous savez, celui qui vient, qui dit il faut que je parte de là, c'est mon ami Mungunga. Kumbungila. Mungungila. Le défunt. Oui, le défunt. Paix à son âme. Il me dit il faut partir. Je dis pourquoi? Il dit qu'il t'a dit d'être opposant. Parce qu'à l'époque... Ça, c'est pendant le... Mais quand 92, ils étaient au pouvoir... 92, 97. Voilà. Alors moi, je lui avais dit à l'époque, comme c'est un ami, je retorquais tout de suite. Je lui ai dit, tu sais, Mungunga, tel que vous gérez le pays, là, quand on aime ce pays, on ne peut être qu'opposant. Alors, plus tard, il viendra me voir à la maison. Quand je serai, je suis venu de Brazza, j'arrive ici, il a appris que j'étais là, il est venu me voir. Il toque à la porte, il ouvre, il dit, je peux rentrer? Je dis, mais oui mon frère, c'est chez moi, c'est chez toi. Et puis il répète, ah oui, tu m'avais dit que quand on aime le Congo, tel qu'il est géré, on ne peut être qu'opposant. Donc les 9 ans, c'est en tant qu'inspecteur interrégional du travail. J'ai travaillé au nord, j'ai travaillé dans le Niari, la Bwenza et la Likumu, ainsi de suite. Mais ces frères-là, ce sont nos frères, comment on les appelle, les révolutionnaires. Hein? C'est des gens que nous connaissions bien, on a grandi parfois ensemble avec eux. Non, c'est un cercle fermé. Vous ne comprendrez pas l'attitude de M. Sassou si vous ne remontez pas jusqu'à là. Mais justement, voilà pourquoi nous sommes là. Parlez-nous-en. Voilà. Si vous ne remontez pas jusqu'à là, vous ne comprendrez pas. Parlez-nous-en, M. Jean-Joseph William Ota. On vous écoute. Vous prenez quelqu'un comme Ngwabi, oui, que j'ai connu un tout petit peu. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on ne peut pas connaître quelqu'un comme ça. Bon. Mais Ngwabi, c'est un humaniste. C'est un humaniste. Ngwabi n'a jamais été un homme inscrit dans les idéologies de violence. Alors, vous avez vu par la suite, c'est qu'il s'était mis à dire le pouvoir est au bout du fusil. Il est ceci, il est cela. Celui qui veut... Bon, mais parfois, des gens qui le connaissaient un peu comme nous, on était tout ébahis. On dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Le pouvoir est au bout du fusil contre qui? Qui vient d'où? L'obumitrie. Ou bien des mots comme ça. Bureaucratique. Oligarchie bureaucratique. Obumitrie. Attendez, je vais vous dire. Obumitrie. Oligarchie bureaucratique, militaro-tribal. Voilà. Bon, vous êtes jeune, vous connaissez tout ça. Oui. Non, mais nous avons un problème. C'est ça qu'il faudra que les jeunes connaissent, que nous avons le Congo est pris en otage. Ça, c'est depuis, selon moi, depuis 1963. Il y a des gens qui disent qu'on a tué les Congolais avant 1963. Oui, c'était les masses, les mouvements de masse. Avant 1963. Oui. Mais les assassinats politiques. C'est depuis 1963. Donc après la chute de l'abbé Youlou. Le prêtre démissionne, il quitte le pouvoir. Voilà. Je dirais les païens arrivent et on commence avec les massacres humains pour des causes politiques. Ah oui, oui. Enfin, je le dis comme ça exprès. Non, mais c'est vrai. Si je vous dis que moi j'ai fait la politique, j'ai fait la prison. En quelle année? Ben, pendant 6 mois. Mais quand vous êtes un homme de 6 mois, qu'est-ce que vous avez 6 mois. Je suis inspecteur du travail de Niari, Bwenza, Likumu, avec Serge Adolizi. Mon ami et frère aujourd'hui, c'est vraiment mon frère. Hein? C'est celui à qui je peux dire, est-ce que je peux avoir de l'eau chez toi aujourd'hui? Parce qu'on s'est vraiment réconcilié. Mais il vient de Ndalagraï, par exemple. Comment on appelle, il était la première personnalité du parti. Secrétaire général du parti. Premier secrétaire général du parti. C'est celui-là qui, si mes souvenirs sont bons, a présenté au président Marien Ngwabi le drapeau rouge. Voilà. Au boulevard des Armées, je crois. Voilà. Et il vient me voir à Dolizy. C'est même pas qu'il lui avait conseillé. Je crois que ça doit être, comment je dis,
ça doit être mes amis d'enfance, hein, d'Amakwa, hein, comme Ikoko Jean-Baptiste, Fungi Alphonse, qui ont dû lui dire, ah, nous connaissons autant, hein, toi va. Mais il arrive, il vient me voir, il me dit, ah, nous allons enlever Ngouabi. Ngouabi. Enlever Ngouabi? Oui, le faire partir de... Hein? Alors, il faut que tu viennes avec nous. C'est quelle année ça? Bon, je crois que c'est en 72, non? 72. Il vient vous voir, nous allons faire partir Ngouabi. Il faut faire partir Ngouabi parce que ce n'est pas un bon... Un bon meneur. Un bon militant. Hein, il est dans l'obomitrie. Comment vous appelez? Dans l'obomitrie. Hein? Oligarchie bureaucratique militaro-tribale. Il faut le faire partir. Et tout ça. Mais moi, je suis un humaniste. Oui. Moi, je lui dis, mais mon frère. Et il m'a retenu comme ça toute une nuit. Hein, dans une voiture, on a circulé dans tout de l'usine. Claude Ernest Ndala. Son petit nom graille. Ouais. Je vous assure, je le dis pour que les gens comprennent. Mais lui et moi, on s'est compris. Hein. C'est mon frère aujourd'hui. Hein, on est presque ensemble, il n'y a pas de problème. Alors dites-nous donc cette nuit-là, il vous propose qu'il faut... Il me propose de participer à ce qui deviendra par la suite ce qu'on appelait le coup du 22 février. Le M22. Le M22. Qui deviendra par la suite le M22. Le coup du 22, parce que c'était déjà... Hein, en préparation. En préparation. Donc il veut m'associer, tout en me disant... Nous serons reconnaissants à tous ceux qui vont participer. Qui vont nous accompagner dans le mouvement. Moi, je lui dis, mais pourquoi moi? Vous savez, moi, je suis un humaniste. Mais vous allez faire ça comme ça. Mais vous risquez d'attenter à sa peau. Il peut en mourir. Oh non, on fera ça. Je dis non. Dès lors que vous utilisez le fusil, ça va se passer tel que... Oh, il est entouré de... Comment on les appelle là? Des gens de chez lui, les couillous, les machins et tout. Ah, j'ai dit non. Alors, quand il part de là, moi je lui dis, mettez-le en minorité au comité central du Parti congolais du travail. Bon, mais lui, il était convaincu. Quand ils ont fait leur analyse là-bas, ils ont dit, il va informer, comme il est du Nord, hein, il va informer... ses amis militaires, ses compagnons d'armes, non, Sassou, frère du Nord. Frère du Nord et Sassou Ngouabi sera au courant. Oui. Mais ce qui est vrai, c'est que à l'époque, Ngouabi ne venait pas faire des gens comme nous là. Hein, venait pas comme des gens vers nous, on n'avait pas de rapport. Bon, mais ils étaient malins, intelligents. Je vous assure. Ce coup-là était présenté au sud du pays comme la seule possibilité de ravir le pouvoir aux gens du Nord. On ne va pas dire aux gens, aux frères du Nord. Aux frères du Nord. Ouais, c'est plus sain. Voilà. C'est ainsi que vous avez la justice qui s'interpose. Hein? Moi, on tire sur ma voiture. Je me plains, j'écris au procureur. Je dis, mais moi, je suis haut fonctionnaire ici. Pourquoi Le procureur me dit, venez me voir demain matin. Je quitte la maison sans même dire à ma femme qui est là que je vais au tribunal. J'arrive, 2 gendarmes m'attendaient. On m'a arrêté, on m'a mis à la maison d'arrêt de l'usine. Et je suis resté 3 mois. Alors comme c'était devenu public, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Ils auraient pu aller plus loin, je ne sais pas comment. Et là, on ne pouvait pas faire autre. Alors, de ce délit de je ne sais pas quoi, non, on a dit, j'ai été corrompu pour 100 000 francs. Un blanc m'aurait donné 100 000 francs pour que je ne contrôle pas chez lui. Ce qui était absurde. Ce blanc, on ne l'a jamais vu. On ne sait jamais qui c'est. Et finalement, je me retrouve on me prend, me transfère à Brazza. J'arrive à Brazza, je fais, là aussi, 3 mois de prison. Et je quitte, quel jour, vous savez? Non. C'est quand on arrête les bouchers, c'est du 22 février. Et c'est... j'entends mon frère Ndala en train de pleurer dans la cellule. Quand on le tapait. Balari va fuir. C'est ce qu'il disait, dans la graille. Balari va fuir. Moi, je suis sorti, je lui ai dit, tu sais ce que je t'avais dit quand tu venais dans vos faux, vos faux complots. Je dis, moi, je suis Mbeti, nous, on ne tue pas les gens.
Mais méfie-toi, si tu essayes, tu risques de payer ça. La prison est bonne. Toi, tu vas la faire, mais moi, je sors. Voilà. Il n'y a jamais eu de dossier, je suis sorti. Donc, il y a une idée qui me revient là. En fait, on vous avait tendu un traquenard à la Paulin Makaya, quoi, qui arrive chez le procureur, et puis bon, depuis là, il est toujours en prison. Mais moi, me dit que pour les Makaya, on aurait trouvé des armes chez lui. Des armes de guerre. Vrai ou faux. Mais moi, quelle arme? Je ne sais même pas. Au moment où je vous parle, je ne sais même pas tirer à une arme. Donc, vous, votre péché, c'est d'avoir dit à Ndala Graille, hein, que je ne marche pas avec vous. Il y a quelqu'un qui avait dû vous photographier. Moi, il a dit, c'est un complice à Ndala. Non, on était connus, j'étais quand même haut fonctionnaire dans la région. Non, c'est vrai qu'on en rigole aujourd'hui, monsieur Jean-Joseph William Mota, mais il faut dire que oui, c'est ça. C'est malheureux quand même. C'est notre pays. Ça, le pays, le Congo, est pris en otage. Vous comprenez? Vous pensez que cette violence-là se pose jusqu'à aujourd'hui? Ah ben bien sûr. Mais écoutez, vous prenez par exemple la mort d'un chef d'État soi-disant en train de manger. Le commandant Mariam. Le commandant Mariam. 18 mars 1978, 14h30. Il est en train de manger. C'est la version officielle, non? Il est en train de manger. On le tue. Et un détail, l'armée est consignée. Voilà. Il est en train de manger, on le tue. Et mieux, le chargé de la sécurité, oui, hein, devient dirigeant du pays. C'est comme en France ici, on tue le président de la République. On ne le souhaite pas, hein? Non. Hein, on assassine le président de la République et c'est le ministre de l'Intérieur qui devient président. Vous imaginez ça ici? Attendez, non, je vais vous suivre. 18 mars 1977, je vais vous suivre. 18 mars 1977, le ministre de l'Intérieur dont vous faites allusion, donc le ministre de la Sécurité et de la Défense, Denis Sassou Nguesso. Voilà. Ok. Le président est assassiné. Voilà. À table. Voilà. À midi, il est en train de manger, voilà. En plein jour, 14h30. Voilà. Pendant que l'armée est consignée. Voilà. Donc ils sont vigilants, les militaires. Voilà. Et vous dites que quelques temps après, donc le Yves Le Drian congolais de 1977. Voilà. Vous dites, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, allez, vous comprenez quelque chose, vous? Non. C'est eux qui deviennent présidents par la suite. On organise le pouvoir, il met d'abord au devant son frère Yombi, bon, pour mieux, je crois, le faire partir. Ensuite, il le fait partir, et depuis là, on est là. On a arrêté tout le monde, on a tué des assassins, je suppose. Mais, par exemple, on n'a jamais posé la question à M. Sassou, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en fait, monsieur... Bon, moi, c'est pour dire que je n'accuse personne. Mais je suis en train de dire que nous vivons une situation dramatique au pays. Il faut que les Congolais en aient vraiment conscience. Vous savez, après cette prison-là, de 3 mois après, 3 mois à Brazzaville. Oui. Bon, le président Ngouabi a voulu se racheter. Auprès de vous? Oui, viens travailler. Moi, je lui ai dit, mais toi, quand on te dit que je suis arrêté à Dolisie, on te dit que je suis en train de me vanter que j'ai un frère qui est président, donc rien ne m'arrivera. Toi, tu dis, je ne suis pas ton frère, et que, mais moi, c'était vrai. Toi, tu es Kouyou, moi, je suis Mbeti. Hein? On a que des rapports qu'on aurait pu tracer avant, pas des rapports bien après. Maintenant, tu as compris, hein, cher frère. Tu pensais que ça ne pouvait arriver qu'à moi, mais ça peut t'arriver à toi-même aussi. Je suis avec... j'ai travaillé un tout petit peu dans le cabinet de Ndengue Atiki, ministre. Bon, un jour, ils avaient des problèmes en conseil des ministres là-bas. Ndengue m'appelle. Je dis Ndengue, le ministre Ndengue. Atiki. Hein, Atiki. Il me dit, apporte le dossier Ambara. Qui était en conflit un peu avec Ibaka, hein, dans les rivalités politiques là-bas, hein, je suppose. Bon, apporte-moi le dossier. Bon, je vais. Mais je quitte le ministère du Travail. Je pénètre dans l'enceinte de militaire, là où se trouvait le bureau de Ngouabi. Jusqu'à ce que j'arrive en face de Ngouabi. Ngouabi m'attendait avec les bras, hein, comme il aimait plier ses bras derrière.
C'est lui que je vois. Alors il me voit là. Alors mon Ota, comme je parle bien Kouyou, j'entends bien le Kouyou et le Mboshi, le Bakwa. Je suis même plutôt Makwa que Mbeti. Hein, vous savez que moi aussi je suis Makwa, vous le savez? Ben, vous ne m'avez jamais dit. Je vous le dis. Je vous le souffle. Bon, donc il me dit alors, hein, vous les tribalistes là, tu t'es retrouvé avec ton ami, ton frère Yombi. Non, je dis Yombi. Obaka? Non, Ndengue. Hein, alors que je t'ai donné un emploi, machin. Moi, je lui dis, parlons de toi. Il dit, comment ça? Je dis, mais dis-moi, est-ce que tu as informé tout le monde là-bas? Tu as informé tout le monde que moi je venais? Tu te rends compte? Un président de la République, hein, qui permet qu'on rentre chez lui jusqu'à venir te trouver là. Mais je pouvais venir te faire du mal. Donc en fait, c'était un moulin? Oui, c'était un moulin. Mais qui est chargé d'organiser la sécurité du président de la République? Il y a bien un bonhomme, non? Bon, mais ils étaient plusieurs. Je ne sais pas, c'est rivalisé là-bas. Non, en fait, monsieur Jean-Joseph William Ota, si je vous comprends bien, vous êtes en train de me dire que 39 ans après, pour revenir à l'épisode de 1977, 39 ans après, on ne sait toujours pas avec exactitude comment le camarade Marien Ngouabi est mort, quelles sont les personnes qui l'ont tué, le nom du tueur, en fait, on ne le connaît pas, et le nom du commanditaire aussi, on ne le connaît pas. Bon, je ne suis pas mal intentionné, mais j'ai envie de dire, bon, écoutez, le camarade Marien Ngouabi s'est peut-être suicidé. Moi, je suis, comme je vous ai dit, moi, je suis un républicain. Oui. Et un juriste aussi. Oui. Bon, si c'était ici, oui, ceux qui étaient en responsabilité devaient s'expliquer. Oui, ils ne se sont jamais expliqués. Ils ne se sont jamais expliqués. Bien. Mais le 18 mars 1977. Hein, 1977. Moi, j'accompagne une cousine, je ne sais pas si vous le connaissez, le docteur Hassan Bouclair, qui venait de perdre sa fille à Lyon. Oui. Hein? Non, je dis à Lyon, à Lille. Nous avons accompagné, je l'ai accompagné pour aller enterrer notre nièce, enfin notre fille, à Brazzaville. Dans l'avion. Je rêve, moi je rêve qu'on a tiré sur Marien 2 fois. Et il était mort 2 fois. Ça c'est dans la nuit du 17 au 18 ou du 18 au 19? Non, ça c'est-à-dire avant la mort, avant qu'on l'assassine. Donc vous êtes dans le vol qui départ de Paris le 17? Le 17. Pour arriver à Brazzaville le 17 dans la nuit. Et je dis à ma soeur là, ma cousine Claire, je lui dis, mais je ne sais pas ce qu'on va trouver là-bas, mais j'ai rêvé qu'on a assassiné le président. Il me dit, oh, c'était un rêve. Ok, mais 2 fois de suite. Hein. Dans l'avion? Oui, quand on arrive à Brazzaville, on me dit, ah, monsieur Ota, vous avez perdu votre belle-mère. Donc la femme la mère de mon épouse. Je dis, ah, donc c'est ça que j'ai rêvé. C'était pas Marien Ngouabi, c'était ma belle-mère. Alors, du coup, je dis à un cousin qui est venu me voir, hein, je lui dis, accompagne-moi, je n'ai pas d'argent. Hein, il faut que j'aille voir si j'avais quelques amis encore là-bas, s'ils peuvent me prêter de l'argent, parce que j'ai un compte là-bas. J'arrive, j'avais déjà ma réputation d'opposant, ça n'a pas marché. Mais nous sommes venus à la station d'essence. La station d'essence. Au centre-ville. En face de la mairie. Oui, je vois la station. Vous voyez, oui. Je suppose qu'elle est encore là. Pour ceux qui étaient à Brazzaville, elle est encore là? Elle est encore là. La personne qui venait avec moi s'est mise à prendre de l'essence parce qu'on n'avait plus d'essence. Nous sommes le 18 mars 1977. Oui, alors moi je donne le dos à la voiture. Je regarde donc du côté de la mandarine. Oui. Hein? Côté de la mandarine et du côté de la crève. Hein? Je suis assis comme ça. Mais je vois un véhicule 404. 404 noirs qui s'arrêtent brutalement parce qu'il y a eu tout de suite feu rouge. À l'époque, il y avait des feux déjà au Congo? Ah oui, à cet endroit-là, présentement, il y avait le feu rouge. Oui. Il s'arrête violemment. Bah, ça a attiré mon attention. Il est quelle heure? Oh, c'était en début d'après-midi. Début d'après-midi. Je regarde, je dis, oh. Après, je suis resté là curieux, en train de voir. Mais quand il défile, mais il défile en toute... on tremble, comme on dit. Tremble, comme on dit.
Et là-bas, on dirait que les gens étaient prêts à attendre, hein, tu vois, là, pour entrer dans... Parce que le jeune homme qui était là a soulevé le truc sans... Hein, c'est comme si vraiment il était en mission. Qui devait arriver. Bon. Mais j'ai vu ce qu'il y avait dans la voiture. Qu'est-ce qu'il y avait? Ben, il y avait 5 personnes, 5 militaires, habillés en... Comment tu appelles ça? En tenue militaire. En tenue cubaine. Tenue cubaine, le vert mousi là. Voilà, avec chapeau, machin le et tout Gora. ça. Oui. Celui que portait le camarade Marien Wabi. Je crois, oui. Le Gora, le Gora. Avec une, comment tu appelles? Des fusils, hein, sur... Quand vous avez eu le temps de regarder... Mais écoutez, je n'étais pas loin, donc je pouvais bien voir ce qui se passait. J'ai regardé, mais pour moi, les militaires rentraient au camp. Normalement, ouais. Je te dis, dès qu'ils sont passés, nous aussi, on a pris notre voiture. On se dirige donc vers la crève pour aller vers le rond-point de... Mais dès qu'on arrive au niveau de la crève, oh ya ya, des coups de feu. Pam, 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 pam. Ah. Moi, je dis à mon cousin, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors lui, comme il me fait rire, il dit, tu sais pas que le Congo, c'est le Congo-Bissau. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait... Voilà, le Congo-Bissau. Il dit, c'est le Congo-Bissau. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, c'est le Congo-Bissau. Ici, quand ils sont contents, ils peuvent tirer, machin. Je dis, même chez le président, il dit, ça ne dit rien. Le 18 mars, ce n'est pas la période de la solde quand même. Pourquoi ils étaient contents de tirer? On peut tirer. Et nous avons continué. Jusqu'à ce que quand on arrive commence à aller vers Potopoto, on apprend, ah tiens, Maria a été atteint, on l'a atteint par la bouche, ou par le je sais pas quoi, la carotte, ou quelque chose comme ça. Bon. Et voilà. Est-ce que moi j'ai demandé aux gens qui sont allés là-bas pour savoir si on a retrouvé ce véhicule-là. J'en sais rien. Je ne saurais pas te répondre. Tu vois, c'est un véhicule 400... Mais c'est pas quelqu'un qui m'a dit. Vous l'avez vu ce véhicule? Je 404 noirs, 404 avec noirs. 5 bonhommes à bord, Voilà. tenue militaire cubaine, voilà. avec des armes. Voilà. Et ça, on me dit, quelqu'un, hein, le beau-frère de Massamba Deba, Oui. hein, Ndoudi Angaga, Ndoudi, oui. que lors de son procès, il avait signalé la même voiture. La même voiture. Mais je ne sais pas si on a retrouvé ça. Alors, c'est vous dire, nous sommes... Moi, je dis ça, je n'ai aucune preuve contre qui que ce soit. Oui, oui. Mais moi, je me dis, c'est pour vous dire le décor politique de violence dans lequel nous nous trouvons. Oui. La violence est, je ne sais pas, érigée en système. Pourquoi? Pourquoi? Monsieur Jean-Joseph William Ota, excusez-moi. Est-ce que vous pensez que le jour qu'on connaîtra la vérité sur l'assassinat du camarade Marien Wabi, le Congo pourra renaître de ses cendres? Moi, je crois que le problème, il est là. Parce que Marien Wabi, après son assassinat, il y a eu d'autres assassinats. L'assassinat du président Alphonse Massamba Deba. Il y a eu l'assassinat du premier cardinal congolais. Et jusque-là, on ne sait pas comment est-ce que ces 3 personnes ont été tués. Et ce qui est encore plus désolant, le deuxième président de la République du Congo, Alphonse Massamba Deba, n'a toujours pas de sépulture. On ne sait pas où ont été enfouis ses restes. Ça doit vous faire mal, ça. Hein? Moi, je suis humaniste. Oui. Je peux vous dire que tu prends les enfants de Ngwabi, même jusqu'à Paris ici, hein, ils me fréquentent. Oui. Enfin, même la petite fille de Ngora, sa petite fille ici, qui me fréquente. À Brazza, les enfants me fréquentaient. Hein? Je crois qu'ils ont repéré en moi un humaniste. Un bon papa. Voilà. Tu prends le Massamba Deba. Il a un fils là qui est au cadre de la fonction. Hein, bon. Robert, je crois. Robert. Bon, c'est un gars qui est très proche de moi quand j'étais là-bas. Bon. Qui encore? Parmi les gens qui ont perdu leurs parents dans des conditions un peu dramatiques. La famille Ndoudi Nganga. Ndoudi Nganga, par exemple, qui est un collègue. Ndoudi Nganga était un collègue comme moi du ministère du Travail. Je pouvais penser à tout sauf, d'abord, premièrement, penser que lui, il était... le coup de l'assassinat du camarade. Non, qu'il était le beau-fils, le beau-frère de Massamba Deba. Ah oui. Jamais il n'en a parlé. Jamais je n'ai jamais su que c'était le beau-frère de Massamba Deba. C'est incroyable.
C'est tout au long de ces événements-là que j'ai appris que c'était le beau-frère de Massamba Deba. Voilà. Et encore que moi je ne suis pas décoré au pays, hein, mais la seule décoration que j'ai... Oui, allez-y. La seule décoration que j'ai eue, c'est une lettre de félicitations que Massamba Deba m'avait envoyée parce que j'étais jeune contrôleur du travail à Brazzaville. J'étais distingué.